Mesdames, Messieurs, bonjour. Forum a le plaisir de recevoir aujourd'hui Maître Moussa Diop, candidat déclaré de Alternance générationnelle Jotna pour la présidentielle de 2012. Maître, bonjour. Oui, bonjour. Alternance générationnelle, attention. D'accord. Vous êtes avocat au barreau de Paris, ancien du Parti libéral sénégalais, une formation politique créée par notre avocat, Maître Ousmane Ngom. Vous avez aussi flirté avec le Parti socialiste. En 2009, vous décidez de prendre votre destin en main en créant le parti dénommé Alternative générationnelle Jotna, ici à Paris même. Mais depuis la création de ce parti, on ne vous entend presque pas. Est-ce que Maître fait partie de ces hommes politiques qui se présentent à une élection juste pour se faire connaître? Merci beaucoup, M. Silla, de nous permettre aujourd'hui de nous adresser aux Sénégalais. À travers votre question, je pense tout simplement que ce n'est pas attendre les élections pour se présenter aux Sénégalais. Les Sénégalais nous connaissent, savent très bien que, comme vous l'avez rappelé, je ne suis pas vierge politiquement. J'ai quand même une certaine expérience politique à travers des formations que vous avez citées, à savoir essentiellement le Parti libéral sénégalais, le parti qu'avait créé mon confrère Ousmane Ngom, que je représentais d'ailleurs en France, parce que j'exerce ici en France. Et vous savez ce qui est arrivé à ce parti. Ce parti a disparu de la scène politique pour des raisons tout simplement politiciennes. Je pense que quand on fait de la politique, il faut avoir des convictions. Pouvoir s'adresser également aux Sénégalais les yeux dans les yeux et de ne pas faire tout simplement ce que nous avons vu depuis 1960 jusqu'à maintenant, et surtout depuis l'année 2000, avec l'avènement de l'alternance, ce qu'on appelle la transhumance ou bien tout simplement la tortuosité. Il faut rester droit dans ses votes, avoir des convictions et pouvoir tout simplement envisager de participer à la restructuration et tout simplement à l'édification d'un État de droit. Le Parti libéral sénégalais que vous avez cité a disparu sur la simple décision de son ex-secrétaire général, Maître Ousmane Ngom, aujourd'hui ministre de l'Intérieur au Sénégal. Aucun congrès n'a été organisé. Je me suis opposé à cette manière de faire la politique et je pense tout simplement qu'on ne peut pas dire autant de choses sur Wade et retourner à la maison du père. Moi j'ai l'ignette depuis 2003 que c'est arrivé, je ne le suivais pas et je crois en quelque chose. Voilà. Alors, qu'est-ce qui motive donc votre candidature? Alors, ma candidature est motivée par quand même un souci de restaurer quand même un état de droit. Le Sénégal va mal, et je fais partie quand même des fils du Sénégal. J'ai les mains propres, et mon comportement depuis que je suis sur la scène politique n'est pas très critiquable. Je suis un être humain, on peut me critiquer, mais on ne me critiquera pas pour me critiquer. Parce que j'ai toujours gardé quand même une ligne de conduite qui est basée sur l'éthique, qui est basée sur une certaine morale en matière politique et surtout sur des convictions politiques solides. Quand nous avons lutté pour que le Parti socialiste, avec sa gestion de 40 ans, soit sanctionné avec l'avènement de l'alternance, qui avait été quand même tant espéré, qui a eu lieu, tout le monde était satisfait. Mais quand même, nous avons été terriblement déçus par la gestion libérale, le pilotage à vue, l'amateurisme, le comportement et l'arrogance, tout simplement, des libéraux et la gestion chaotique du pays depuis seulement 11 ans. Aujourd'hui, les Sénégalais en ont marre. Pourquoi? Une partie des Sénégalais peut-être, non? Vous savez, ceux qui souffrent en ont marre, ceux qui sont dans les lambris du pouvoir et qui, par le passé, ne pouvaient même pas se payer un ticket de car rapide, sont très satisfaits. Le 23 juin dernier, c'est le peuple qui a parlé, ce ne sont pas les hommes politiques. Je suis politiquement engagé, il ne faut pas qu'on s'accapare de cette victoire par les hommes politiques. Non, c'est le peuple, le citoyen sénégalais qui a dit non. Le 23 juin dernier. Le 23 juin, à travers tout simplement le rejet massif, je dis bien, du projet du président qui n'a jamais été discuté,
faute qu'il n'y a plus de dialogue politique au Sénégal. Et je remercie ce peuple et je suis fier. Alors, maître, en quoi votre candidature serait-elle une rupture? Parce que on sait hein, que la vertu réside dans l'opposition, donc à chaque fois qu'un opposant parle, on a l'impression que voilà, le sauveur est là. Je ne suis loin de moi d'être un messie. Je ne suis pas le sauveur. Je dois participer à l'édification d'un nouveau type de citoyen sénégalais, d'un nouveau type d'homme politique. Parce que quelquefois, on a l'impression quand même que chaque fois que quelqu'un est promu, c'est une gratification. Non, c'est un sacerdoce. L'exemple des députés est là. Trop, tout simplement, de gratification. Ils pensent tout simplement que c'est une fin en soi d'être député. Non, c'est une charge. Et d'ailleurs, c'est le peuple qui l'a rappelé à ces gens qui sont quand même en mandat de représenter le peuple le 23 juin dernier. Je ne suis pas le Messie. Je suis là parce que le Sénégal va mal et je ne veux pas qu'un jour mon enfant se lève pour me dire « Mais papa, vous qui avez quand même eu la chance d'arriver à un certain niveau de compréhension, je ne peux pas intellectuelle, de compréhension de la situation aujourd'hui au Sénégal, pourquoi vous n'avez rien fait ou rien dit? Même si ça capote, si vous n'arrivez pas au fond, mais quand même, quand le bateau tangue, je ne dis pas coule, que vous soyez à Punta del Este, Montevideo, en Afrique du Sud ou en Australie, vous devez quand même, en tant que patriote, venir participer, tout simplement, à redresser la barque. Aujourd'hui, le temps est venu, je l'ai dit, je le répète, de participer avec des Sénégalais qui ont quand même jugé que je pouvais conduire cette liste, c'est pas pour rien. Si j'avais un peu les mains pas propres, je pense qu'ils ne m'auraient pas conduit. Le 19 mars dernier, date de notre congrès, à diriger tout simplement ce mouvement alternatif générationnel. Parce que ce n'est pas une question de changement d'homme. Avant 2000, qu'est-ce qui était là? C'était un changement dans la continuité. Abdou Diouf. Abdoulaye Wade avec son fameux SOPI, changement, changeons d'homme. On a changé d'homme, mais on n'a pas changé la manière de faire la politique, on n'a pas changé aussi... Alors qu'est-ce qui va changer concrètement si Maître Diop est président de la République? Qu'est-ce qui va changer dans le comportement quotidien des hommes politiques, par exemple? Vous savez, il faudra faire quand même de sorte que la politique puisse être faite autrement. Par une rupture, vous l'avez dit. Nous n'appelons pas au changement. Ce slogan scandé par certains... C'est galvaudé, pratiquement. Galvaudé. Nous n'entendons pas parler de changement pour changer. Non. Nous parlons de rupture de manière de faire la politique. Pourquoi? Vous êtes quand même la scène médiatique. Vous avez vos archives. Vous voyez, avant 2000, des personnes responsables, je présume de façon simple, estimaient tout simplement que Nadem, c'était ça. Qui estimait que Abdoulaye Ndoye, vous savez de qui je parle. Il va être tiens pour le citer énormément. Et après l'alternance, qui vous disent maintenant c'est Abdoulaye Ndoye. Qu'est-ce qui s'est passé entre eux? Vous avez vu les cas de nos aînés. Peut-être qu'il a appris à mieux connaître l'homme, non? Vous savez, il y a quelque chose qui est passé entre les deux, vous le savez très bien. On ne peut pas se renier de la sorte, surtout qu'on se prend pour quelqu'un, pour un érudit, le professeur, monsieur le professeur, qui pense qu'il ne se trompe jamais. Or, il n'est pas le seul, hélas. Nous avons quand même d'autres personnes qu'on a qualifiées de vaches folles de la politique sénégalaise en raison de leur tortuosité. Djibo-Letika. Vous avez des personnes qui sont levées pour dire nous allons combattre Djumlang pour Dimbele Gorgorno, à qui on demande aujourd'hui l'origine de leur fortune. Ils vous disent j'ai épuisé ma fortune dans les fonds politiques. On me l'a confié, je m'en suis servi. Et qui viennent aujourd'hui pour nous demander notre confiance pour ce but. Non. On y reviendra. D'abord, je vais vous inviter à une petite explication de texte, maître. J'ai visité votre site et dans un édito que vous avez signé,
Alors, vous avez dit ceci, Alternative Générationnelle Jotna se bat quotidiennement pour qu'il y ait de moins en moins de place pour la peur, la lâcheté, le désordre, le mensonge, l'injustice et le doute dans la jeunesse. Explication? Alors, vous savez, l'alternance a eu lieu. C'est parce que la jeunesse l'a voulu. La jeunesse sénégalaise. Remettez-vous dans le contexte. L'année 2000, avènement de l'alternance, l'âge de vote a été rabaissé à 18 ans. Cette jeunesse qui aspirait à autre chose, parce qu'elle a vécu pendant 40 ans sous un régime socialiste, voulait voir autre chose. C'est la raison pour laquelle, pour certains, c'est une sanction contre Diouf et non on vote pour Wade l'année 2000. C'est tombé en sommet parce que d'ailleurs, le président actuel n'en voulait même plus. Il s'était résigné, s'était retranché en France. Pour dire que la politique s'est terminée. De 26 ans d'opposition, 25 ans. Mais la jeunesse a voulu voir autre chose. A voulu mettre Abdoulaye Wade au pouvoir pour répondre tout simplement à la demande, forte demande sociale. Mais hélas, la déception est là. Parce que c'est cette jeunesse-là aujourd'hui qui se retourne contre Wade. C'est pourquoi j'ai dit, lors de la conférence nationale du 23 juillet dernier à Kaolack, que cette jeunesse-là lui a tourné le dos. Le 23 juin dernier, à travers je dis bien, la violente manifestation, parce que la politique c'est ça aussi, c'est un rapport de force. Quand il y a un pouvoir, il faut un contre-pouvoir. Et cette manifestation a montré tout simplement que cette jeunesse a tourné le dos à Abdoulaye Wade, dit-il lui-même, j'ai été surpris. Mais il n'a encore rien vu. Les jours qui vont arriver, les mois qui vont arriver, montreront au monde entier que cette vitrine démocratique qui était le Sénégal va le redevenir parce que tout simplement, je pense qu'Abdoulaye Wade, on le conjugue maintenant au passé. Alors, c'est cette jeunesse que Wade a, dit-on, déçue. C'est sur cette jeunesse même que vous voudrez vous appuyer pour accéder au pouvoir. Comment? Comment? Parce que l'avenir appartient aux jeunes. Tout le monde le dit, y compris les gravataires qui sont au pouvoir. Y compris les alternoceurs. Y compris, aujourd'hui, ceux qui se prennent pour tout simplement des nostalgiques. Parce qu'après 40 ans de pouvoir, quand même, ils ont fait leur preuve. En bien ou en mal, hein, parce que moi, je ne suis pas là pour critiquer pour la forme. Mais tout le monde sait qu'avant 2000, l'usure a amené ces personnes qui ont fait leur preuve. Hein. Quand je dis socialiste, je mets dans le même paquet le régime socialiste en tant que tel, mais également ses dérivés, à travers, par exemple, M. Niasse, Tanor, tous, les socialistes, Djeboletika, c'est le même système. Abdoulaye Magne, dérivé, Martar, je ne sais pas comment il s'appelle encore, Diop, qui est aujourd'hui en gouvernement. C'est les gens du passé. Ils ont été sanctionnés par le peuple à travers des élections libres, claires, démocratiques et transparentes. Ils veulent revenir aujourd'hui. Ces gens-là, je pense que les jeunes doivent vouloir changer, faire la rupture, mais il ne faut pas qu'on retourne en arrière. Mais il y a un autre type d'opposants que je qualifie de la 25e heure, qui étaient dans le régime libéral, ou bien qui l'ont soutenu. Je donne des exemples précis. L'exemple de Idrissa Seck est là. Non, on reviendra sur ces points, maître, on reviendra sur ces points. Deuxième séance d'explication. Vous dites toujours dans le même texte, nous devons fuir les hommes et les femmes politiques qui sont comptables devant l'histoire de la gestion chaotique de notre pays. En gros, Léopold Sédar Senghor, Abdoulaye Wade, Abdou Diouf, c'est du pareil au même pour vous. Je vous dis, je le dis comme je le pense. Senghor, qu'est-ce qu'il a fait pour retarder notre Sénégal? De la littérature. Ce ne sont pas mes propos. C'est le feu ou feu Boigny qui le disait. Pendant que moi je cultive la terre en Côte d'Ivoire, lui cultivait les lettres. C'est un résumé, tout simplement, de 1960 quasiment jusqu'à 2000 avec la passation quelque part monarchique du pouvoir à Abdou Diouf, il faut le dire, tel qu'on le pense. Mais ils ont dormi.
Wade est venu au pouvoir en 2000, ce qu'il a fait à travers les infrastructures, en termes de rapidité, le Parti socialiste et le régime socialiste, je veux dire, ne l'a pas fait. Donc quelque part, même si je critique le régime libéral, il y a quand même des choses qui ont été faites. Mais derrière ces choses, ces surfacturations, nous ne sommes pas nés de la dernière chose. Ils se sont enrichis copieusement à travers des marchés de gré à gré. Regardez un exemple plat. Les chantiers de Thiès. 44 contrats négociés totalement de gré à gré, sans appel d'offres. Ils se sont sucrés. Pour couper un arbre, 514 000 francs pour couper un arbre. Mais attendez, vous pensez tout simplement que les gens n'ont pas dormi? Vous pensez que ces gens-là sont des modèles pour nous? Nous les jeunes, on en a marre. Nous sommes une jeunesse en colère et nous reprenons notre pouvoir. Et le Sénégal d'ailleurs a besoin de 109, vous le savez, en matière politique. Ils ne sont pas crédibles. En clair, c'est ça votre objectif quand vous parlez d'alternative générationnelle. Alternative, pas alternance, parce que nous ne disons pas Nadem, nous disons changeons d'hommes, changeons de manière de faire, et un peu d'éthique, mais également avec des hommes et des femmes qui ont quand même des vertus, qui ont quand même des convictions politiques, mais quand même, ils ont une compétence et de l'expérience. Vous me trouvez aujourd'hui dans mon cabinet. Je n'ai pas commencé à faire de la politique sans avoir de travail. Or, regardez de l'autre côté. Les gens qui n'ont jamais travaillé de leur vie. Qui aujourd'hui, vous allez chez eux le 23 juin, vous trouvez 6 véhicules à incendier. L'exemple est patent. Vous avez également des gens qui renient tout leur passé, toutes leurs convictions, et qui veulent dire aujourd'hui qu'ils sont des références pour les Sénégalais, les jeunes que nous sommes, non. Nous demandons tout simplement à ce que la récréation libérale trouve une fin. Alors, dernier point sur ce thème, il faut que la jeunesse sénégalaise sache que ces hommes et ces femmes politiques et disant intellectuels qui ont cheminé avec le président Wade ont la même vision politique et sociale que lui. Cela voudrait-il dire que vous ne participerez jamais à une coalition avec Macky Sall et Idrissa Seck parce que j'étais avec Abdoulaye Wade. Vous trouvez que ces gens sont mieux placés pour que j'aille faire une coalition avec eux? Pourquoi ne me soutiendraient-ils pas? Je pose juste une question. Moi, je ne suis comptable d'aucune gestion libérale socialiste, vous le savez. Je n'ai jamais géré des deniers publics, ni même été décrié dans quelques gestions même privées. Je pense que quand on veut donner le bon exemple, on doit d'abord balayer... Vous n'êtes pas tendre avec Idrissa Seck, pourquoi? Parce que c'est l'exemple même de la tortoisie. Je vais vous donner un exemple précis. La coalition Djamoudi, vous vous souvenez? Les Sénégalais ont une courte mémoire. Lors des législatives, il y avait la coalition Djamoudi, LD, Parti Socialiste, Idrissa Seck. Ça a volé en éclat, pourquoi? À travers des appels, des réunions, rendez-vous ou dialogues de midi au palais. Vous pensez que cette personne-là s'intéresse au quotidien des Sénégalais, au panier de la ménagère, à la situation chaotique de l'énergie? Chaque fois que le peuple souffre, vous n'entendez jamais cet homme-là descendre dans la rue ou tout simplement proposer des solutions ou tout simplement dire ça ne va pas. Toute sa discussion, toutes ses apparitions, c'est le fauteuil du président et moi, ma bouche, son oreille. Celui qui ne sait même pas se comporter en homme d'État sort des secrets. Lors de la passation de pouvoir en 2000, on m'a donné un revolver, le chéquier, c'est lui qui qualifie Abdoulaye Wade d'ancien spermatozoïde et de futur cadavre. Mon problème avec lui, c'est une question d'argent. Et c'est au moment du partage du butin que nous entretions les grands bandits. Le protocole de Rebus, l'aveu, grand-mère des preuves que ma fortune vient des fonds politiques. Mais qu'est-ce que vous voulez dire? J'ai vendu ma maison parce que j'ai fait des marches bleues pour financer la campagne de Wade. C'est un exemple que je donne. Mais je décris également, je critique toutes ces personnes qui ont été comptables de la gestion libérale, ou bien qui ont été ceux ou celles qui ont amené Abdoulaye Wade au pouvoir. N'eût été les 16% de Nias. Est-ce qu'Abdoulaye Wade serait président?
Non. Non, politiquement. Mais l'aspiration était forte du peuple sénégalais à vouloir autre chose. Je peux comprendre un Sénégalais d'en bas qui appelle son ami en disant votez pour Wade en 2009. Mais ceux qui connaissent Ndiambor, comme le disait Senghor, qui le connaissaient très bien, comme Vignas, ont poussé les Sénégalais à voter pour Wade. Ils ont été également comptables de la gestion libérale en étant Premier ministre, en participant dans le gouvernement. Je peux vous citer, la LD était au gouvernement, Dansoko était au gouvernement du le PIT. Vous avez également l'AFP en tant que PM. Vous avez quand même... Mais pourtant, ce sont aujourd'hui les partis les plus durs, n'est-ce pas, envers le régime en place. Parce que c'est une question d'intérêt personnel. Moi, je n'ai aucun intérêt personnel à défendre ici. C'est la patrie qui m'intéresse. L'intérêt du Sénégal. En clair, qu'on élise Moustapha Niasse, Ousmane Tanor Dieng ou Abdoulaye Bathily, c'est comme reconduire le régime de Wade. Mais oui, ce sont les nostalgiques qui veulent revenir. Nous nous y opposons, ça c'est clair et net. Quand vous dites que je ne suis pas tendre avec Idrissa Seck, c'est la même chose que toutes les personnes ou tous ces hommes ou femmes politiques qui ont cheminé avec l'autre. Un autre exemple alors pour vous édifier. Abdoulaye Wade est un trompeur, je mets les guillemets. Ça vient d'Amnesty Total. Attendez, c'était d'ailleurs, nous sommes en plein mois de Ramadan. C'était quasiment un an, jour pour jour. Attendons la fin du Ramadan, j'ai des choses à déclarer. Elle est nommée secrétaire générale de la présidence, le début est clos, elle ne parle plus. Elle est dehors, elle récidive. C'est parce que leurs intérêts ont été touchés. Prenez tous ceux qui ont cheminé. C'est parce que leurs intérêts personnels ont été touchés qu'ils sont devenus opposants à Wade, qui les a d'ailleurs fabriqués, en quelque part. Je pense que j'ai beaucoup de respect pour Abdoulaye Wade, parce qu'il a quasiment l'âge de mon grand-père. Beaucoup de respect pour lui, parce qu'il est courageux, il faut le dire. Il a été courageux, c'est le courage qu'il a amené ici, pour ne pas dire de faute de respect, en bon Sénégalais. Mais je n'ai aucune considération pour cet homme politique, parce qu'il ne dit jamais des choses véridiques. Le wak wahet, ma wakon wahet. Sur le plan politique et sur le plan éthique, moi, un jeune de cette nouvelle génération, je trouve que c'est malsain d'avoir dit officiellement et clairement, nous avons les images, attention, il avait tout simplement à sa droite Macky Sall, pour vous citer, il avait à sa gauche Bakar Dia. Disant, où je l'ai dit, qui était témoin, où sont les images, où sont les preuves. Si tel était le cas même, ça signifie tout simplement l'aveu, je ne suis pas un homme de parole. Et vous pensez que ça, c'est une référence pour une jeunesse saine, je ne dis pas malsaine. Nous sommes en colère contre cette classe politique. Nous voulons faire la politique autrement. Nous appelons à une rupture dans la manière de faire la politique. Les transhumants, je pense qu'il faut voir également cette manière bestiale de faire la politique, parce que transhumance renvoie tout simplement à l'animosité et au bâillement. Voilà. Et donc, nous voulons un nouveau type de Sénégalais qui s'imprègne dans la politique, parce qu'on ne peut pas se passer de la politique. Ça gère la vie des hommes et des femmes, ça, la vie de toute une nation, et le fait tout simplement que je m'initie aujourd'hui à la politique, mais en posant ma candidature, ça émane quand même d'une aspiration de gens. Je vous renvoie au 23 juillet 2011 à Kaolack. Je n'ai pas fait une conférence de presse avec 3 pelés, 2 tondus pour dire écoutez, le peuple a besoin de moi. Comme Ibrahim Fall l'a fait en ayant été pour une mission internationale, et parce qu'ils ont été dans le régime socialiste, ils sont des nostalgiques. Voilà. Est-ce que les conditions d'une alternance, j'allais même dire d'une alternative politique, sont réunies aujourd'hui au Sénégal? Exact. Ça, je n'irai pas par trois chemins, je vous dirais que les conditions sont réunies. Mais il faut quand même qu'on puisse recadrer un peu le débat politique. Parce que nous avons quand même en face de nous un défaut de dialogue politique. On ne peut pas être dans une démocratie, d'ailleurs c'est une oasis de démocratie, le Sénégal, qui a été une référence depuis que le Sénégal est le Sénégal, mais aujourd'hui,
nous sommes un peu désemparés face à la situation créée de toutes pièces par un seul homme, le président Wade. Lui qui disait qu'il ne faut pas s'éterniser au pouvoir, ça amène l'usure et ça amène aussi des appétits pour certains de s'accaparer du pouvoir de façon violente. Il faut savoir partir. 2 mandats, ça suffit. Il a fait ses 2 mandats. Je ne suis pas sur l'aspect uniquement juridique, constitutionnel, mais également l'éthique et politique. Il l'a dit, il devait partir. Aujourd'hui, le Conseil constitutionnel est saisi. Pour certains, minoritaires d'ailleurs, les juristes se sont prononcés, que sa candidature est irrecevable. Il n'y a que les gens de l'alternance, les gens de la CAP 21, qui estiment qu'il faut attendre la décision du Conseil constitutionnel. Je suis juriste, hein, attention. Ne m'attendez pas à attendre une décision du Conseil constitutionnel. L'affaire de la recevabilité de la candidature de Abdoulaye Wade se réglera avant la décision du Conseil constitutionnel. Il faut qu'il parte, et il le fera. Ne serait-ce que par son âge. Mais nous sommes dans un pays démocratique, il faut respecter les institutions, avez-vous dit. Que sont les institutions dans l'exemple de la Côte d'Ivoire, où on a attendu la décision du Conseil constitutionnel qui a intronisé Gbagbo. Et c'est ce même Conseil constitutionnel qui a fait un virage quasiment à 180 degrés pour introniser... Sauf que comparaison n'est pas raison, maître. Dans ce cas-là, nous sommes en Afrique. Et il est clair et net que le président Wade ne peut pas, physiquement, intellectuellement, et d'ailleurs moralement, se représenter. Soyons logiques. Il faut qu'il... Il y a que lui qui aujourd'hui peut régler le problème. Hein. Ce n'est pas le Conseil constitutionnel. Parce que si le Conseil constitutionnel dit oui, sa candidature serait recevable par une personne qu'il a lui-même nommée, dont on connaît le passé. Qu'est-ce qui va se passer? Vous le savez? Non. Si une partie majoritaire aujourd'hui du Sénégal va se dresser contre cette décision. Si, par extraordinaire, et ce qui est d'ailleurs logique quelque part, le Conseil constitutionnel en sage, parce que de sa décision découlera la situation ultérieure du Sénégal, s'ils sont sages, s'ils disent que c'est irrecevable, les gens du PDS vont vous dire quoi également? Il n'y a qu'une seule personne qui peut régler le problème aujourd'hui, c'est de Wade de dire je ne me présente pas. Tout le monde... Si les Sénégalais n'aiment pas Wade, mais affrontez-le, disent certains. Il est plus facile de battre un président qui n'est pas aimé dans son pays que... Non? Mais oui. Ouais. Mais les formes gouvernent le fond. Je suis juriste, les formes gouvernent le fond. Ce n'est pas le fond qui gouverne les formes. Avant même d'aller à l'élection, pourquoi on a posé les questions de candidature et d'éligibilité? Pourquoi on l'a posé? Il faut remplir certaines conditions de forme pour être candidat. Il ne l'est pas. Voilà. Quelqu'un qui a un trou de mémoire quand même énorme. Vous savez, lorsque ça s'est passé dans un autre pays, à savoir la Tunisie, Bourguiba a été déposé médicalement. Parce que les responsables, je dis bien les responsables de ce pays ont considéré qu'il n'était plus lucide. Or, le président Wade a les clés de l'armée, de la gendarmerie, de tout. Parce que le Sénégal, c'est un neurones pour quasiment tout le monde, y compris dans le PDS, hélas. Il suffit qu'il prenne une décision avant qu'on se rende compte que cette décision était la mauvaise. Je pense qu'on se rendrait compte après. Or, aujourd'hui, on sait très bien que le président n'est plus lucide. N'est plus lucide parce que comment féliciter les Lions du Sénégal du football avant même le match de leur victoire qui n'a pas eu lieu? Et heureusement qu'ils ont gagné. Merci beaucoup, monsieur. C'est un exemple. Comment peut-on oublier qu'on avait dit clairement qu'on ne pouvait plus se représenter et si on le faisait, on violerait la Constitution? C'est lui qui le disait. Pour ceux qui disaient Wad Wach Wed, là c'est de Wach Wach. Cela signifie tout simplement que physiquement, il ne tient pas. Au niveau illégalement de la tête, ça ne va pas.
Qu'est-ce qu'il aurait de plus en se présentant? Je pense que c'est uniquement une politique politicienne. Ils n'ont pas de candidat à 6-7 mois des élections. Même avec des béquilles, ils vont le pousser à vouloir les faire passer la rive et tout simplement essayer de mettre quelqu'un d'autre. Ne tiendra même pas 21 jours de campagne électorale. Vous le savez très bien. Vous le savez, M. Sylla. Mais 3 problèmes parmi tant d'autres qui préoccupent fortement les Sénégalais: la crise énergétique, le chômage, la crise en Casamance. Comment vous, qui pourriez être le prochain président du Sénégal, comptez résoudre ces problèmes? Merci, M. Sylla. Je commencerai d'abord à faire une observation. Je l'avais dit tout à l'heure que loin de moi d'essayer tout simplement de me positionner en messie. Je ne suis pas là pour vous dire tout simplement que je réglerai le problème de la Casamance en 100 jours, quand vous parlez du problème de la Casamance. Je ne suis pas également là pour dire que celui qui n'a pas de travail lève sa main et que je réglerai tout ça en temps record. Mais je ne suis pas également ici pour vous dire que j'ai la botte secrète pour apporter la solution. Je ne dis pas une solution, j'en ai une. Mais la solution à la crise énergétique que traverse le Sénégal. C'est vrai que on n'a pas mis le régime libéral en place en 2000 pour qu'il nous réponde tout simplement que les socialistes étaient là depuis 40 ans. Ils ont trouvé une situation déterminée, qui n'était pas celle-là. On nous renvoie vers la crise mondiale. Non. Gouverner, c'est prévoir, c'est anticiper. C'est pas attendre qu'on vous tombe dessus pour essayer de vous relever. Non. Regardez la situation, par exemple, énergétique. Un contrat avait été ficelé quand même par le régime socialiste. L'histoire Hydro-Québec, vous connaissez. Le pilotage à vue, l'amateurisme du régime libéral a conduit tout simplement à résilier ce contrat dans les conditions que nous savons et qui a conduit à une situation où aujourd'hui aucune solution n'est proposée. C'est du tâtonnement. Le plan Takal est là. Takal, Takana, Takoul. Mais je pense tout simplement que c'est un échec. C'est un échec pourquoi? Quelque part, moi je me rappelle du 19 mars 2011, jour de la grande manifestation à Dakar à la place de l'Indépendance. Vous vous souvenez? Où tout le monde s'y est retrouvé pour dire que la date de l'alternance n'est pas un monopole du régime libéral. Parce qu'avant c'était le carnaval. Hein. Je disais, j'ai vu 2 millions et quelques personnes devant moi. Mais le 19 mars a été accaparé plus par le peuple sénégalais. Je dis non, basta. En ne faisant confiance qu'à son fils. Pour lui donner l'énergie. Il y avait Samuel Sarr auparavant. Il y en avait d'autres qui étaient là. Mais on leur demande des solutions. Je ne dis même pas la solution, mais une solution qui permet aux Sénégalais et aux entreprises, pour avoir un environnement fiscal des entreprises beaucoup plus favorable. Comment voulez-vous embaucher des personnes, avoir des entreprises qui fonctionnent, qui recrutent également, alors qu'il n'y a même pas d'énergie, tourner les machines? Je parle l'exemple du pauvre tailleur qui doit avoir 2 apprentis. Concrètement, qu'est-ce que le candidat de Aziz Jotna propose aux Sénégalais? Mais je suis en train d'arriver dessus. Le constat, il est là. Le constat est là. Ce que nous proposons, nous, c'est de diversifier les sources d'énergie au Sénégal. On ne peut plus se baser à alimenter les turbines avec du feu. Ce n'est pas possible. D'ailleurs, chaque fois qu'il en manque, ou bien un bateau est au large, avec les vannes quasiment pleines, mais parce qu'on leur doit de l'argent, on coupe l'électricité. Si vous ne payez pas, on ne vous rationne pas. Ça signifie que les structures, les infrastructures sont là. D'ailleurs, je disais le 19 mars, il y a eu de l'électricité toute la journée. Toute la journée, 4 jours après, ils ont commencé à faire tout simplement les délestages, pour certains. Moi, je parle de rationnement de l'électricité. On vous coupe là, on permet à l'autre d'avoir. Donc, il faut diversifier les sources d'énergie au Sénégal. Deuxième chose, nous pensons qu'il faut également libéraliser le secteur. L'État ne peut pas tout faire. Libéraliser, ça ne signifie pas dire laisser entre les mains d'étrangers ou bien même de sociétés privées gérer un secteur assez stratégique. Un État doit être fort, surveiller ce qui se fait surtout sur le plan stratégique. L'État doit être derrière tout ça, libéraliser le secteur et après, au besoin,
gérer, coordonner ces rachats d'électricité par des sociétés diverses qui apporteront leur expertise. Mais vouloir tout gérer alors que vous n'avez même plus d'argent pour acheter le feu, ça pose un énorme problème qui fait qu'aujourd'hui le secteur économique est en panne. Et par un effet tout simplement de château de cartes, vous avez l'effet sur le plan social et vous avez la petite ménagère qui ne peut même plus garder ses provisions au congélateur. Mais ça, c'est le cadet des préoccupations du régime libéral. Donc, à travers, ne serait-ce que, je ne veux pas vous dévoiler, tout si vous savez que le copier-coller au Sénégal, c'est vite fait. Attendons le lancement de la campagne électorale, chacun son programme, mais nous préconisons de diversifier les sources d'énergie, de faire recours à toutes les compétences du Sénégal, même qui ne sont pas de AG. Non, parce que nous ne sommes pas là pour dire nous avons gagné, nous ferons uniquement avec les nôtres. Non. Quand la campagne est finie, il faut savoir faire recours à toutes les forces intellectuelles et physiques du Sénégal pour tout simplement sortir la situation dans laquelle nous sommes. Ça, c'est un acte de patriotisme. On sait je continue sur votre deuxième précision. Ouais. Vous avez parlé de l'histoire de la Casamance. C'est vrai que c'est très difficile de parler de solutions miracles. Quand je dis qu'il n'y a plus de dialogue au Sénégal, même politique, on ne peut pas régler le problème de la Casamance avec des valises bourrées d'argent pour aller donner à ces chefs qu'on qualifie de rebelles, nuitamment pour les calmer. Si ça finit, ils reviennent. Et vous savez, voilà. Il ne faut pas régler le problème sous l'angle tout simplement des valises d'argent. Non, il faut se mettre autour d'une table pour les personnes qui veulent discuter. Privilégier le dialogue avec tous les enfants du Sénégal, parce que les Casamanciens sont des Sénégalais comme tout le monde. Même s'il y a un droit dans le Sénégal, la Gambie qui nous empêche souvent de considérer qu'on quitte le Sénégal pour aller vers un autre pays, mais il faut privilégier le dialogue. Mais force devra rester à la loi, vous le savez très bien. L'autorité de l'État, c'est quelque chose quand même qu'il ne faut pas éluder. Mais il faut quand même appeler tout le monde, discuter sérieusement et franchement, pour que voir que sont les mots, les problèmes qui ont conduit cette région à ne plus se considérer comme une partie intégrante du Sénégal. C'est un territoire qui fait partie intégrante du Sénégal et le Sénégal est indivisible. Troisième observation, bien entendu, les jeunes, le chômage. Il est endémique. La première préoccupation d'un chef d'État, je ne parle pas d'un président, parce que Wade est un président, il n'est pas un chef d'État. C'était d'abord de se départir de son habit de chef de parti. Une fois que vous êtes élu, vous êtes là pour tous les Sénégalais et non uniquement pour un club. Et le 14 juillet dernier, j'ai cru voir, moi, de mes propres yeux, j'étais au Dakar, un vieux coq dans sa petite basse-cour. Ce qui s'est passé le 23 juin, qui n'a jamais eu lieu au Sénégal, une réponse devait être donnée par le chef de l'État aux Sénégalais, pas à son parti. Mais qu'est-ce que vous avez vu? Une réponse assez militante. Pour les rassurer peut-être. Non, non, c'était pour se redonner un peu de courage, parce qu'avec ce qu'il a eu comme anesthésie politique le 23 juin, il fallait se redonner du courage. Et le 23 juillet également, essayer de faire un carnaval sur la VDN, voie de dégagement nord, mais comme il a été dégagé, il est sur la voie de dégagement nord. Nord pour aller vers l'Europe et de retourner à Versailles. Mais les jeunes qui aujourd'hui sont quasiment à la retraite avant même de travailler, je vais vous dire pourquoi. Les jeunes d'aujourd'hui se retrouvent à des grandes places pour discuter, de faire du thé, pour faire du sport, pour essayer un peu de se vider la tête. Ils sont quasiment à la retraite, parce que la retraite, la grande place, c'était pour les vieux. Mais vous êtes déjà sur les grandes places alors que vous n'avez même pas encore travaillé. Ils ne savent plus quoi faire. Dans une maison, il y a un qui travaille par chance, 5 ou 6 qui dorment jusqu'à midi. Parce qu'on n'a pas fait de l'emploi une préoccupation essentielle. Or, il faut effectivement se lancer dans ce cadre-là. Et la première chose que je ferai en la matière, c'est effectuer, je dis bien, déclencher une guerre pour tout simplement remettre de l'emploi au Sénégal. Je ne dis pas que c'est facile à faire, mais quand même il y a des étapes, il y a des formes. Il faut savoir qui est là actif, qui ne l'est pas. Il faut recenser, créer ici des forums de l'emploi. Il faut également créer des partenariats avec les entreprises, avec des incitations fiscales bien entendu, pour recruter des jeunes sur ce point, avec des incitations fiscales. Mais également, sur ce point-là, il faut réorienter un peu par la réforme du système éducatif, parce qu'il n'y a rien de former des chômeurs.
Vous savez très bien le système sénégalais aujourd'hui d'éducation. D'ailleurs, nous avons, parlé de projets, de programmes, il faut réformer le système éducatif. Aujourd'hui, l'université, je même le système éducatif, parce que la finition, c'est l'université, n'était pas créé l'université pour avoir quasiment plus de 50% de personnes formées qui sont sans aucune adéquation avec la réalité du pays. Nous voulons bien des enseignants, c'est vrai, pour l'éducation, parce que le rôle premier d'un État, c'est d'éduquer ses enfants. Mais si tout le monde fait de l'éducation, fait de la littérature, fait les lettres, ils sortent, ils sont au chômage, l'université est bondée, ça ne répond pas à la demande sociale, ça ne répond pas même à la demande des entreprises. Parce que le secteur primaire au Sénégal ne produit que 17% du PIB, vous le savez. Et emploie quasiment pas mal de monde. On a vu les plans REVA, maïs, goana, bissap, manioc, tâtonnement. Je parlais de l'amateurisme et du pilotage à vue. Il faut quand même que le système éducatif permette de former des gens qui retourneront à l'agriculture. Mais réellement, dans le secteur secondaire, qu'est-ce que vous avez? Il faut former des techniciens pour qu'ils créent, que l'entreprise puisse marcher, l'industrie, d'ailleurs l'énergie. Dans le secteur comment ça s'appelle, tertiaire, qu'est-ce que nous avons? 63% du PIB sénégalais provient du secteur tertiaire, les services. Il faut rééquilibrer les choses et une réforme doit avoir, parce que là, le secteur informel au Sénégal, c'est abracadabrantesque, c'est énorme. Vous avez quelqu'un qui est fiscalement patenté avec un établissement sur l'avenue William Ponty, qui est fiscalement fiché, qui paye ses impôts, qui a un maillot de football à vendre à travers ses stocks, mais le même maillot est vendu à demi-tarif dehors par une question à la sauvette. Ce n'est pas de la concurrence, alors que cette personne-là n'est ni vue ni connue fiscalement. Alors, payer ses impôts, c'est un acte de citoyenneté. Nous allons donc, sur ce point-là, démocratiser l'impôt. Démocratiser l'impôt. D'accord, comme il ne nous reste pas beaucoup de minutes, le candidat de Aji Jotna est un Sénégalais de l'extérieur. Alors, qu'est-ce qu'il propose à la diaspora? Vous savez, les ressources du Sénégal, nous n'avons pas de pétrole, nous n'avons pas d'or, nous n'avons pas de diamant. Ça, vous le savez. N'eût été ces émigrés du Sénégal que nous sommes, qui apportons quand même pas mal d'argent pour le Sénégal, à travers ce que nous amenons mensuellement, nous envoyons mensuellement au Sénégal, le pays serait tout simplement en faillite. Regardez, parce que le Sénégal ne se limite pas à Dakar, dans les régions, Matam, pour ne citer que ces régions-là, qui regorgent d'une forte affluence d'immigrés. L'État, tout simplement, a disparu. Les postes de santé sont créés, bâtis par les immigrés, qui n'attendent plus l'État. Parce que l'État se limite aujourd'hui à un parti, à la politique politicienne. Si c'est le Parti socialiste qui gagne, c'est le Parti socialiste qui fait ce qu'il veut. Si c'est le Parti libéral qui gagne, c'est le Parti libéral qui fait ce qu'il veut. Mais là, les populations sénégalaises souffrent, se prennent en charge à travers les immigrés. D'ailleurs, je donne un exemple assez plan. Le système de sécurité sociale des immigrés bat de l'aile, vous le savez, la difficulté. Si un seul immigré décède ici, nous avons des difficultés pour amener le corps. Ça, nous avons également des propositions à faire. Mais vous avez également la possibilité qui leur avait été offerte de renouveler le parc automobile sénégalais à travers les importations de véhicules de plus de 5 ans, de moins de 5 ans, peu importe. Mais pour des raisons tout simplement politiciennes, on a stoppé, je ne dis pas on, eux, le régime libéral, a stoppé les importations de véhicules. Vous croyez que ces taxis à 3 roues, parce qu'il n'y en a pas 4 sur les tombeaux ambulants, vous entrez dedans, vous avez quand même des ressorts qui sortent des fauteuils des véhicules. Les véhicules qui circulent ici sur des routes bien faites, par rapport aux véhicules, je dis bien, des véhicules même de 10 ans sur des routes bien faites, et des véhicules de 5 ans à travers des nids de poules ou des nids d'éléphants sur les routes sénégalaises, la fauteuil là, on peut effectivement restaurer ces régimes pour recycler un peu, renouveler le parc automobile sénégalais. Je vais vous donner une précision sur ce côté-là, parce que je ne dis rien sans justifier.
C'est parce que le gouvernement libéral, qui est plus attrait par la course vers l'opulence, la richesse, a voulu signer des contrats avec des sociétés de constructeurs européens. Ce qui devait transiter par la douane, par le Sénégalais qui amène son véhicule, qui paye la douane, allait dans la caisse de l'État. Maintenant, ça ne va plus dans la caisse de l'État, ça va dans la caisse du parti. Ces concessionnaires-là financent le parti qui est au pouvoir bloque les importations, qui veut un véhicule achètera du neuf. Donc ça fait marcher le concessionnaire, le constructeur, et ça fait l'affaire du parti qui reçoit directement l'argent qui devait aller à la caisse de l'État. Financement occulte du parti. Occulte du parti. Je suis fiscaliste, vous le savez. On sait comment fiscalement les choses tournent. On sait comment aussi s'enrichir quand on dit, bon, il a fait des routes. Mais derrière ces routes-là, on a facturé par 10. Nous ne sommes pas dupes. Nous voulons des choses claires. Nous proposons donc 4 points pour le programme dont vous pouvez parler. Nous proposons tout simplement de restaurer un état de droit. Parce que l'impunité au Sénégal, c'est galopant. Je cite le cas de notre ami Talassila qui a été blessé. Enquête très claire de la gendarmerie, mais pas de la police, si je dis bien. On sait qui a fait quoi. Ça finit comment? Par une loi aisant. N'en parlons plus. L'affaire de Maître C n'est pas élucidée. L'affaire de Balagay n'est pas élucidée. Nous avons même des magistrats à la Cour de cassation qu'on a pris la main, le doigt dans le pot de confiture en matière de corruption. L'avocat général de la Cour de cassation, Mme Baye, vous connaissez cette histoire. Mais si nous voulons vraiment restaurer un état de droit, lutter contre l'impunité, mais également faire preuve de bonne gouvernance, on ne va pas financer des monuments de la Renaissance pendant qu'on n'a pas d'électricité, oublier l'emploi pour faire de Fesman. On ne va pas également prendre 18 milliards pour financer un avion personnel, même s'il s'est mis à votre disposition. Oublier par la même occasion qu'il manquait un moteur pour le Diola. Catastrophe quand même qu'on oublie. Le Sénégalais oublie très vite. On ne va pas également faire du carnaval le 23 juillet avec des milliards de Ndiagandiaï, alors que les étudiants sont obligés de kidnapper des bourses pour se faire payer leurs bourses, leurs aides. Alors c'est lui qui disait, je leur donne à tous des bourses. Quand on n'a pas les moyens de sa politique, on fait la politique de ses moyens. Mais là, quand même, la duperie, la supercherie, tout simplement, le wak-waket d'affadoy. D'accord. Dernière question, c'est bientôt la fin de cette émission. Quel est votre agenda dans ces prochains jours? Vous savez, je suis beaucoup plus présent au Sénégal aujourd'hui qu'ici. Je suis revenu d'ailleurs il y a 3 ou 4 jours. Je dois venir gérer mon cabinet à distance, mais également être au Sénégal le plus de temps possible. Les Sénégalais, pour certains, m'ont découvert à travers mon franc-parler. Parce que je n'ai pas la langue de bois. Quand il s'est agi de discuter sur le plan politique de cette monarchisation rampante, moi je parle même aujourd'hui de cette monarchisation qui était debout. Debout pourquoi? Des actes ont été posés, ce n'est pas de la théorie, c'est de la pratique. Le 22 mars 2009, moi je ne laisserai jamais le pays, avec d'autres, hein, avec toute modestie, parce que tout seul, peut-être que je ne pourrais rien faire, mais je ne laisserai jamais ce pays tomber dans la monarchie. C'est la fin de cette émission. Maître Moussa Diop, merci également à vous qui nous suivez.